Bonjour à toutes et à tous, bonjour à ceux qui sont là physiquement en face de nous, bonjour à ceux qui nous regardent en direct ou qui nous regarderont en replay sur cette émission. Vous êtes donc dans l'émission Rennes Channel qui est animée sur ce créneau de presque 1 heure par la Maison des Mandataires dont je suis le fondateur et qui, je le rappelle, a pour vocation de fédérer les différents réseaux. Il en sera beaucoup question pendant cette émission et de défendre le modèle et de promouvoir les différentes enseignes et les différents réseaux qui existent. Pour parler aujourd'hui des réseaux mandataires, l'angle que j'ai choisi, c'était l'angle de la digitalisation. Et au fond, on se posait la question de ce qui s'était passé depuis 18 mois. 18 mois de Covid, 18 mois qui ont certainement accéléré la digitalisation plutôt qu'ils ne l'ont ralenti. Et donc, c'était intéressant, je trouvais, en cette sortie de crise sanitaire, en tout cas, on l'espère, de faire un état des lieux avec des représentants éminents des réseaux mandataires que je vais présenter tout de suite. Peut-être en commençant à ma droite, Olivier Colcombé. Bonjour Olivier, qui est président de Digitreux, qui a en son sein notamment 2 grands réseaux de mandataires, Capifrance et Optimum. À sa gauche, monsieur Olivier Descamps, qu'on ne présente plus dans cette enceinte, puisque vous avez vu les nombreuses publicités de IAD avant cette émission. Olivier, qui est directeur général de IAD France. Donc bonjour Olivier. Salut Vincent. De l'autre côté du plateau, 2 dirigeants de réseau également. D'abord Christian Fabre. Bonjour Christian, tu diriges en France la marque Keller Williams, qui est peut-être le réseau le plus récent autour de la table, quoique avec Sextant, peut-être que vous pouvez en tout cas, vous êtes arrivé peut-être en même temps en France. Donc bonjour Christian et bienvenue sur le plateau. Bonjour Vincent. Et puis enfin, Brice Bonato, dirigeant de Sextant France, un réseau de mandataires aussi nouvellement arrivé en France, en tout cas récemment arrivé. Bonjour Brice. Bonjour Vincent. Avant de poser la première question, je voulais juste faire un point en préambule, dire qu'autour de cette table étaient rassemblés des réseaux dans leur diversité, d'abord en termes de taille. On a des réseaux qui ont plusieurs milliers, pour certains plus de 10 000 conseillers. D'autres comme Brice qui ont entre 300 et 400 conseillers. Ça montre la diversité des réseaux, je crois que c'est important. Et puis aussi une diversité dans les modèles. Entre, j'allais dire, le modèle peut-être classique du réseau de mandataires qui est celui de IAD, celui hybride qui est celui de Keller Williams, mais je pense que Olivier Colcombé nous parlera de ses ateliers et aussi de son hybridation du modèle. Et j'imagine que Sextant et IAD ont aussi des spécificités, mais c'était important pour moi de montrer la diversité. Donc première question que je vais poser dans l'ordre à laquelle j'ai fait les présentations. Donc pour toi, Olivier Colcombé, ton regard sur ce qui s'est passé depuis mars 2020 et depuis le début du déclenchement de la crise. Je sais que chez Digitreux, vous étiez déjà en avance, en tout cas en réflexion bien avancée sur la digitalisation. Qu'est-ce que ça a été pour toi ces 18 derniers mois? Une accélération? Si oui, à quel niveau? À la fois dans le job quotidien de tes conseillers et aussi dans le rapport que le réseau entretient avec ses conseillers. Il y a différents leviers, différents niveaux. Intéressant de considérer déjà qu'en février, Capifrance, le réseau historique français, fêtera ses 20 ans. Et 20 ans, j'aime bien dire 20 ans, 20% de part de marché pour le business model qui est le nôtre. Donc déjà, si on prend un peu de hauteur, on voit que ce modèle s'est développé grâce au digital et à l'engouement des Françaises et Françaises pour rentrer dans un projet, un parcours immobilier digitalisé. L'arrêt, si je puis dire, lié au premier confinement, est venu renforcer, bien évidemment, parce que les gens avaient le temps, ils étaient majoritairement chez eux, et donc ils sont rentrés dans des parcours et des recherches soit personnelles, ça c'est ce qu'on appelle plutôt la relation to business, donc c'est un Français qui réfléchit à une nouvelle façon de travailler, à un nouvel épanouissement personnel, et comme nos modèles se sont installés non seulement dans le digital, mais aussi dans le home office, puisque nous n'avons pas de vitrine physique, on a eu la rencontre de 2 mondes, celle de Français qui veulent être des patrons entrepreneurs, qui sont donc nos mandataires, comme on les appelle vulgairement, ou sinon nos conseillers en immobilier indépendants, patrons entrepreneurs qui travaillent de chez eux, et Français disponibles pour réfléchir à leur futur professionnel ou pour réfléchir à leur futur projet de vie, mais qui passe majoritairement par un projet immobilier. Donc projet professionnel, projet immobilier, projet de vie. Et effectivement, on était à la croisée de ces 2 chemins et on a eu beaucoup de candidats qui se sont manifestés sur la période de confinement, à la période 2021, pour réfléchir, se poser la question et rejoindre les réseaux que je dirige comme Capifrance et Optimum. Effectivement, on l'a vu, une très forte croissance dans les réseaux. Et peut-être pour poursuivre avec toi, Olivier Colcombé, je précise, puisqu'on a 2 Olivier autour de la table. Si on parle de visite en ligne, par exemple,
si on parle de prise de rendez-vous en ligne, dans le métier quotidien du conseiller, qu'est-ce que tu as vu vraiment évoluer en 18 mois avec ton regard de patron de réseau? Alors c'est intéressant, les visites en ligne, on a eu 3 jours de chute, c'est probablement quand les Français se sont mis à s'organiser, et ensuite c'est reparti en flèche avec une très forte augmentation des consultations. Moi je prône majoritairement l'exhaustivité des annonces, donc quand on a 50, 60, 70 000 annonces, on commence à être bien placé pour que le visiteur vienne et soit satisfait et revienne. Dans un marché tendu qui plus est, la visite en ligne était importante et la réactivité, le fait d'avoir des alertes. Donc ce côté digital était de plus en plus gagnant pour l'acquéreur parce que les vendeurs étaient en force, vous l'avez compris, une forte demande, une offre un peu plus restreinte. Eh bien évidemment, si je suis un acquéreur digitalisé, je pourrais prendre les biens plus tôt que les autres et ça s'est renforcé effectivement pendant toute la période de confinement. Donc une vraie belle croissance et on reviendra probablement, nous avions déjà les visites, on avait déjà les bons de visite, on allait au-delà du compromis parce qu'on allait jusqu'au mandat dans un processus digitalisé. Donc sur le plan professionnel, nos professionnels de l'immobilier, nos patrons de l'immobilier étaient déjà aguerris à ce parcours, donc on était plutôt bien placés pour recueillir les fruits de ce qui était soi-disant une décroissance, mais qui était une belle opportunité pour notre modèle et mes réseaux, bien évidemment. Merci Olivier. Je vais poser un peu les mêmes questions à ton voisin, Olivier Descamps chez IAD, avec aussi, je sais que vu la taille du réseau, c'est évidemment un enjeu. Comment on anime, on garde mobilisé 14 000 conseillers immobiliers quand on ne peut pas les voir? Parce que c'était un peu ça le sujet aussi de cette période-là. En fait, comme le disait Olivier, le Covid, notamment la période de confinement, post-confinement, c'est un accélérateur. Accélérateur d'une volonté de changer de vie des habitants, c'est-à-dire des vendeurs et des acquéreurs, mais changer de vie également des professionnels, des entrepreneurs, puisqu'aujourd'hui, on va dire en un an et demi de confinement, c'est presque 4000 entrepreneurs qui nous ont rejoints pour devenir indépendants, pour créer leur entreprise. Ça a été aussi un accélérateur de solutions que nous avions déjà. Aujourd'hui, chez IAD, c'est quasiment 70% des mandats qui sont signés en ligne. On en faisait déjà beaucoup, ça s'est beaucoup accéléré. C'était combien avant, juste pour voir un peu l'évolution dans les grandes... On a fait quasiment un x2. x2. Hein, et ça reste au niveau maintenant. Exactement. Alors, ce que je veux dire, ça reste au niveau. C'est que ce pic de quasiment de plus de 2/3 se maintient post-Covid. Donc ça a été des aiguillons, des accélérateurs. Et ensuite, ça a été des éléments de création. Par exemple, comme tu le dis, on a créé des événements. On a réussi à réunir plus de 7000 entrepreneurs en ligne pour fêter Noël. Donc ça, les équipes communication ont travaillé, ont inventé. Donc ça nous a obligés à nous réinventer sur des solutions que nous n'avions pas du tout. Il y a des choses qui restent aussi, notamment la visioconférence. C'est un élément qu'on utilisait nous très très peu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de visioconférences qui sont maintenues. Pourquoi? Parce que c'est un gain de temps, un gain de frais pour nos entrepreneurs. Mais finalement, est-ce que le temps de déplacement qui était parfois plus long que le temps même de la réunion, finalement, je l'optimise? Donc ça, c'est très important. Il y a un dernier élément. Donc tu sais qu'on a, nous, une école de formation. On fait beaucoup de formations. Et c'est les classes virtuelles. On a lancé les classes virtuelles. On n'avait pas de classes virtuelles. On avait évidemment une université en ligne. On avait les formations en présentiel. On a lancé les classes virtuelles. Et c'est encore un succès, puisque de l'ordre de, même maintenant, alors qu'on se réunit, 20% de nos formations se font en classe virtuelle. Donc ça, c'est des éléments qu'on a. Donc on a accéléré certains processus, on en a conforté et on a créé des nouvelles solutions qui perdurent après le Covid. Très intéressant, merci beaucoup Olivier. Un petit peu les mêmes questions. Alors c'est toujours plus difficile de répondre en troisième, a fortiori pour toi, cher Brice, en quatrième, mais peut-être en essayant d'avoir des angles un petit peu différents. Toi, Christian, au-delà de ce que tu as vécu là sur ces 18 mois, s'il y avait par exemple une demande de tes conseillers que tu dis, tiens, ça c'est vraiment nouveau, avant le Covid, mes conseillers ne me demandaient pas ça, maintenant ils me le demandent, d'un point de vue digital, en matière d'outils, de formation, ça a été dit, ce serait quoi pour toi l'élément? Écoute Vincent, c'est pas que je ne veux pas répondre à cette nouvelle question, mais la précédente me convenait bien également, parce que nous l'avons peut-être vécu un petit peu différemment. Et je voudrais, parce que c'est apparemment le jour où on célèbre les anniversaires, Olivier vient de le faire pour ses 20 ans, je voudrais annoncer très bientôt l'anniversaire des 5 premières années de Keller Williams en France. Voilà, juste pour me présenter un tout petit peu plus, Keller Williams, c'est un groupe qui a été créé par M. Gary Keller en 1983, qui s'est internationalisé à partir de 2012. Et la France, en 2017, était le 14e pays ouvert. Aujourd'hui, elle en a 56. Il y a 197 000 membres Keller Williams dans le monde. Et nous sommes aujourd'hui un peu moins de 3 000 déjà en France, en 5 ans. Voilà. Donc ça, c'était pour me présenter. Alors, pour venir au Covid, je vais reprendre ta question, si tu le permets, parce que je vais y répondre un peu différemment.
Tu sais, Vincent, je suis un ancien informaticien. Pendant 18 ans, mon métier, ça a été de développer du software avant d'arriver dans le monde immobilier. On en fait un petit peu trop, je trouve, au niveau technique, digitalisation. C'est important. Ça a permis à nos agents d'être encore plus performants, de répondre encore mieux à nos clients. Mais moi, ce que je retiendrai du Covid et du jour de ce fameux confinement, c'est l'état d'esprit de nos entrepreneurs. Voilà. Je m'inquiétais beaucoup. J'ai passé une très mauvaise nuit, une sale nuit. Et le lendemain, quand j'ai commencé à parler à nos entrepreneurs, j'ai ressenti que Covid ou pas, ils voulaient continuer leur expérience entrepreneuriale. Donc du coup, on s'y est tous mis. Nous avions tous les outils des outils de formation qu'on pouvait délivrer aussi bien en présentiel qu'en digital. On a accès effectivement à accélérer la délivrance de ces formations en digital. On a même créé une plateforme qui est ouverte à toute la profession. Je crois que peu le savent. Elle s'appelle Onward, O-N-W-R-D. Et tout le monde peut s'inscrire sur cette plateforme et accéder aux formations Keller Williams. C'est, je dirais, quelque part une participation que nous avons voulu au moment où la profession était vraiment, j'aurais plus qu'inquiète, vraiment plus qu'inquiète, voilà. Et puis, il va en rester, comme disait Olivier, beaucoup de choses, beaucoup de visio aujourd'hui, effectivement, beaucoup de réunions en visio. Et on va même beaucoup plus loin. Là, je fais une annonce, je crois que c'est peut-être l'occasion, il y a un beau plateau. Nous avons même décidé de faire notre première convention nationale qui aura lieu fin janvier 2022 en hybride et d'inviter l'ensemble de la profession immobilière qui voudra suivre la convention Keller Williams. Voilà. Parce que la technologie, la digitalisation nous permet de le faire. Merci Christian, merci pour ces nombreuses invitations. Sûrement des gens qui se joindront à vous. Brice, toi qui as un pied à Londres, un pied à Paris, en tout cas qui a ce tropisme aussi anglo-saxon, l'avancée de la digitalisation, peut-être aussi en comparant ce qui se passe en France et ce qui se passe de l'autre côté de la Manche, c'est quoi ton regard et comment Sextant a évolué pendant cette période ? Alors effectivement, nous on a passé, Sextant est né à Londres puisque j'ai passé 15 ans là-bas. Donc nous, quand on est arrivé sur le marché français, on était déjà full digital sur toutes les signatures de compromis, etc. Donc on était préparés pour ce qui s'est passé. Après, beaucoup de choses ont été dites effectivement sur le contexte. On avait la chance d'avoir déjà cette digitalisation en place. Alors on avait un petit peu la même inquiétude quand le Covid est arrivé, parce qu'on se demandait comment allaient réagir nos conseillers, nos conseillères à la situation. Ils ont réagi extrêmement bien. On a été impressionnés justement par leur résilience. Donc ça, c'est un volet qui a été important. Sur la partie recrutement, je pense qu'on est tous d'accord. Ça a accéléré l'implantation du modèle des réseaux de mandataires, qui est finalement assez jeune, puisque monsieur tout à l'heure disait qu'ils allaient fêter les 20 ans de Capifrance, je crois. C'était 2002. Il y a eu une traversée du désert pendant presque une dizaine d'années où personne ne connaissait vraiment les réseaux. Et c'est vrai qu'en l'espace d'une petite dizaine d'années, on a pris 20% de part de marché. Ça a accéléré le modèle. Ça a aussi permis à beaucoup de nos reconversions les gens ont beaucoup réfléchi pendant la période de Covid. Ça leur a permis de penser à leur carrière, à ce qu'ils souhaitaient, à ce qu'ils souhaitaient moins. Et c'est vrai qu'on a vu une explosion des demandes de reconversion. Ça a été un volet. Le deuxième volet, effectivement, c'est la capacité qu'on avait à continuer les ventes pendant une période où les structures plus traditionnelles étaient complètement à l'arrêt. Parce que le fait d'être sans vitrine, ça nous a permis, nous, avec la digitalisation, que ce soit avec la communication sur les réseaux sociaux pour la partie vente, la capacité de signer des mandats de manière électronique, de faire des visites virtuelles, puisque nous, on était le premier réseau qui s'est équipé en visite virtuelle. Tous nos biens sont en visite virtuelle depuis 2017. Ça nous a permis de faire des ventes complètement dématérialisées. C'est-à-dire de la prise de contact jusqu'à la signature électronique. Donc, voilà. Oui, c'est pas évident. On fera un petit. Attendons peut-être la fin. Voilà, tout ça pour dire que ça a été une période qui était d'une complication. On en a fait une opportunité. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ça nous a permis d'asseoir un peu plus notre modèle, de gagner en visibilité, de gagner en part de marché. Et je pense qu'on va tous construire dessus aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, notamment les visios, tous les contacts qui ont été institutionnalisés en visio. Avant, pas tout le monde était forcément très à l'aise avec les outils. Aujourd'hui, tout le monde est capable de faire une visio de 25 à 75 ans, quel que soit l'âge de nos conseillers et de nos conseillères. Ils sont tout à fait à l'aise avec... Donc ça a beaucoup accéléré ces modes de communication qu'on garde aujourd'hui dans notre façon de travailler.
Merci Brice, je crois que c'était utile ce premier tour de table pour essayer de dresser un peu le constat de ce qu'on a vu depuis 18 mois. Je vous propose de refaire un tour de table en se risquant un peu de prospective avec 2 sujets au moins qui moi m'intéressent. Le premier c'est c'est quoi la prochaine frontière, c'est-à-dire c'est quoi les outils de demain ou au moins d'aujourd'hui et de demain qui pour vous sont facteurs d'une plus grande professionnalisation de vos conseillers. Et derrière cette question, c'est est-ce que ce seront les mêmes outils pour tous les conseillers? Et ça pour moi c'est une vraie bonne question, ou est-ce qu'au fond il y a des marchés différents, des conseillers différents, des clients différents, il faut s'adapter toujours. L'exemple d'Olivier Descamps de la Visio, est-ce que ce qui est vrai à Paris est aussi vrai à Saint-Etienne par exemple en ce qui concerne le fait de faire un premier rendez-vous prospect en visio versus en rendez-vous physique? Et là ça m'intéresse, je connais un peu votre réponse, je sais que la réponse est quand même plutôt de dire on adapte, mais ça m'intéresse de refaire un tour de table peut-être en repartant dans l'autre sens, donc peut-être Brice tu vas reprendre la parole sur la prochaine frontière. Et est-ce que ce qu'il en sort, c'est au fond l'uniformisation des pratiques ou à la fin qu'il y a quand même des pratiques à la carte parce que les conseillers travaillent de manière différente et il faut que les réseaux s'adaptent à ça? Je pense que pour être nous on a toujours travaillé le segment du prime. De par notre positionnement international historique, on a toujours travaillé ce segment-là, donc on a un peu la double casquette. Je dirais que le travail d'un conseiller, il va être radicalement, il va être le même sur quel que soit le segment de marché. C'est juste l'approche qui peut être différente. Elle va être peut-être plus qualitative sur certains types de produits. Le métier reste le même. Ça reste un métier d'humain. Ça reste un métier de contact. Pour rejoindre ce qui a été dit plus tôt, les outils, la digitalisation, tout ce qui a été mis en place avec la digitalisation de l'immobilier, ça reste des outils. Au final, le métier de conseiller de conseillère, c'est un métier de contact. Donc, le travail en lui-même, au quotidien des conseillers et des conseillères, ne change pas radicalement. C'est surtout les armes qu'ils ont entre leurs mains pour pouvoir notamment convaincre un vendeur, qui est le sujet principal aujourd'hui. C'est ça qui a changé et qu'on fait évoluer au fil du temps. Ça a été les visites virtuelles hier. Ça va être la capacité demain de pouvoir avoir une approche full digitale. Notamment, on parlait tout à l'heure des signatures électroniques. C'est pas un petit sujet. Aujourd'hui, c'était une demande qui était, même il y a encore 2-3 ans, qui était marginale. Aujourd'hui, c'est une demande qui est demandée par tous nos mandataires et par tous nos conseillers. Donc le fait de faciliter l'approche client, elle va surtout être sur les signatures électroniques. Même question pour toi Christian, un petit peu, et avec ton regard aussi, je sais que tu es notamment, et je le dis ici, adhérent de la FNAIM, donc tu as l'occasion de débattre aussi avec des représentants du modèle plus traditionnel, donc avec ta vision plus large. C'est quoi les grands défis de notre industrie en termes de digitalisation pour les 5, 10, 15 ans à venir, de ton point de vue, en tant que patron de Keller Williams, puis en tant qu'observateur aussi? C'est pas facile. Non, c'est très facile, mais ça va être un peu long, tu me coupes si ça l'est trop. Mais par contre, sur l'aspect digitalisation, avant de répondre au deuxième pan de ta question, je préfère être en deuxième position qu'en quatrième, parce qu'on risque de dire tous la même chose. La digitalisation, c'est bien les outils. J'entends parler de visio, j'entends parler de signature électronique, j'entends parler de visite virtuelle. Et il y en a un salon entier. Il y a des startups juste exceptionnelles. Il y en a 120, je crois. Bien entendu, s'il y a des produits qui font sens, on va les acheter, on va former nos agents. Et ils vont rendre encore de meilleurs services à leurs clients. Mais ce n'est pas le métier, ça, Vincent. Le métier, c'est tout à fait autre chose. C'est de savoir écouter le client, l'accompagner humainement dans le choix le plus compliqué qu'il aura à faire dans sa vie, parce qu'il va s'endetter pendant 15 ou 20 ans, et tu le sais très bien. Donc la digitalisation est un outil, ça ne sera jamais notre métier, et j'espère que ça ne remplacera jamais notre profession. Pour venir au deuxième sujet, je dirais, tu me connais un peu, j'ai horreur des clivages. Voilà. Pour moi, il n'y a pas des agences traditionnelles, il n'y a pas des réseaux de mandataires, il y a des professionnels de l'immobilier. Nous-mêmes, Keller Williams, nous avons un troisième modèle où on parle très facilement avec ce que l'on voudrait présenter comme deux mondes opposés, mais ils ne le sont pas du tout. Ce sont des acteurs immobiliers qui ont envie de faire leur profession et de bien la faire le plus longtemps possible, et pour le bonheur de leurs clients. Voilà. Donc au niveau digitalisation, moi, pour revenir à la première question, tout simplement, il va falloir former nos agents. Voilà, là je reviens vraiment sur le sujet technique. Plus il y a de digitalisation, plus il y a d'outils qui leur sont mis à disposition, plus il faut les former pour en tirer la quintessence. Parce que ça ne sert à rien de donner un outil d'accéder à des bases de données si on ne sait pas les interpréter. Donc l'effort porte à ce niveau-là, mais je pense que c'est le cas des agences traditionnelles, comme dans les réseaux de mandataires, c'est le même. Merci Christian, je vais me tourner vers Olivier Colcombé, Digitreux, avec une question
je prolonge, mais que j'adapte à la situation de Digitruck que je connais un peu. Par exemple, si on prend et que je raisonne à l'échelle du groupe, le fait que vous ayez un estimateur, Dreamkey, pour le citer, est-ce que pour toi c'est totalement au cœur de la stratégie d'un réseau de mandataires demain de capter des leads en direct, ou alors pour vous c'est plutôt accessoire et c'est des entreprises qui ne communiquent pas entre elles? Je connais un peu la réponse, mais voilà le cas spécifique de Digitruck sur la question de la captation de leads. Et après j'aurais une question aussi un peu personnalisée pour IAD au vu des annonces récentes. Donc pour toi Olivier, un peu la cohérence aussi du groupe Digitruck, comment tu vois ça? Bon, moi je suis convaincu que c'est qu'une notion de prestation de service. Donc on est là pour accompagner des Français et les faire réussir. Et donc il y a des éléments ultra basiques qu'on ne cite pas, qui ne sont pas digitalisés. C'est l'écoute, c'est la découverte vendeur-acquéreur. Quel bien j'ai à vendre, quel bien je souhaite acheter. Et donc ça c'est un élément majeur. Donc Dreamkey, à nouveau c'est probablement le hasard, mais c'est le plus vieux site d'estimation online en France. Bon, je fais mon estimation, c'est le premier pas dans mon parcours de réflexion. Je veux savoir ce que vaudrait mon bien si je le mettais à la vente, ou ce que vaut le bien cible dont je rêve. Donc c'est une entrée dans un parcours et ensuite on progresse. Donc nous on voit ça comme une aide pour le client final et qui est effectivement la première relation avec la marque Dreamkey pour le coup. Et ensuite, bien évidemment, dans le cas d'un souhait de continuer avec un professionnel, on a un algorithme qui branche le professionnel le plus adapté au cas du client et le plus proche, parce qu'on croit énormément à cette proximité. L'algorithme permet de faire une évaluation maintenant sur la 101 South à San Francisco, mais un professionnel est beaucoup plus charpenté pour venir conformer ou infirmer, conforter l'évaluation d'un algorithme. Donc on reste sur une relation humaine, le plus gros engagement des Français. Donc le digital, c'est un outil. Le fond de la profession, c'est de faire réussir un projet de vie, un projet immobilier. Ça, je pense que le message a bien été passé et je pense bien entendu. Et une autre question, Olivier, puis je poserai la même à ton voisin Olivier. Ensuite, sur la question des portails. Il est de bon ton dans nos métiers de la transaction parfois de dire du mal de ces portails qui seraient devenus des péages. C'est pas du tout ça le sens de ma question, au contraire. Je pense qu'en plus, le développement des réseaux doit aussi au développement des portails. Il y a une forme de destin lié puisqu'ils ont inventé une deuxième vitrine. Et comme vous n'avez pas de vitrine physique, c'est évidemment quelque chose d'important. Pour autant, est-ce que dans la stratégie d'un groupe comme Digitruck, sans trahir de secret évidemment, il y a l'idée que demain, le site capifrance.fr, le site optimum.fr, il capte aussi un certain nombre de leads acheteurs-vendeurs. Je poserai la question à IAD aussi, non pas à la place d'hommes, mais en tout cas qu'il y ait d'autres voies et qu'on contourne ce péage, pour reprendre cette expression, des grands portails. Alors nous, vers les grands portails, on ne paye pas le péage, on a un pass. Donc effectivement, on est des gros clients et on a des beaux volumes. C'est très complémentaire. On développe bien évidemment nos propres sites web. On accélère et on a plus de 37% de progression cette année dans les visites sur nos propres sites. Donc c'est une réussite. Les équipes technologiques et marketing ont super bien travaillé. Je serais malhonnête de ne pas préciser que notre vocation, c'est ne pas être dépendant des portails tiers. Il faut bien évidemment qu'on développe, et toutes les relations sont bonnes. Ça peut s'appeler un portail, ça peut s'appeler une estimation online, ça peut s'appeler un service e-buyer, ça peut s'appeler... il y a une multitude, et c'est le marketing automation qui est très développé, les réseaux qui prennent de la place. On voit que le panel de relations et de mise en relation avec un propriétaire vendeur ou un futur propriétaire, un acquéreur, sont multiples. Et bien évidemment, il va de soi que dans notre stratégie, il ne faut surtout pas avoir les œufs dans le même panier et être dépendant que d'un X ou Y. Les deux grands, on les connaît, même si on a toujours été leur premier partenaire. Merci pour ces précisions. Juste une petite précision là. Pardon, Brice, bien sûr, oui, vas-y. Pour rebondir sur ce que disait Olivier, je pense que c'est un vrai sujet. Les différents portails existants, c'est pas vraiment notre métier de venir les concurrencer ou de les remplacer. Je dirais que notre raison d'être en tant que réseau de mandataires, nous, c'est de pouvoir faciliter des reconversions professionnelles, accompagner des gens qui sont en transition dans leur carrière. Et c'est vrai que les portails qu'on a aujourd'hui en France, il y en a deux principaux effectivement qui nous ramènent 90% des leads, font très bien leur job. Ils font partie d'un écosystème qui fonctionne très bien et c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Voilà.
Et loin de moi l'idée de pousser à la concurrence, mais simplement d'ouvrir la réflexion et l'idée en tout cas de sortir d'une forme de dépendance, c'est évidemment un sujet. Olivier Descamps, un peu la même question. Hein. IAD.fr, un des sites, ça.fr est un des sites les plus consultés du fait de la taille qu'est la vôtre. Donc première question. Et deuxième question qui va avec. J'ai cru comprendre qu'une partie de l'argent que IAD avait levé, et l'information est publique, allait servir au développement d'outils informatiques maison. Est-ce que ça veut dire, ou est-ce que je vais trop loin dans l'interprétation, que IAD a vocation à prendre de moins en moins des outils dits sur étagère, qu'on a vu ici, et de développer ses propres outils, ou est-ce que c'est une conclusion un peu hâtive, là aussi sans trahir de secret stratégique, mais je pense que pour les gens qui nous écoutent, c'est utile de savoir un petit peu ce qu'il en est chez vous. Deux choses, pour revenir juste en préambule sur la digitalisation et la frontière. Nous, on dit très souvent, on digitalise pour humaniser. Donc la frontière de la digitalisation, ce sera la déshumanisation. C'est-à-dire que si on digitalise pour faire simple et plus facile, pour que nos conseillers, nos clients vivent mieux la relation, on y va. Si on déshumanise, on va à l'inverse du métier, où le métier de mandataire, le métier du professionnel de l'immobilier, c'est la relation humaine. Donc je pense qu'il faut être très vigilant à ça. Donc on digitalise pour humaniser. À chaque fois qu'on déshumanise, je pense qu'on fait fausse route. Sur ta question sur le portail, nous on fait environ entre 1,8 million et 2 millions de visites par mois. Et comme le dit Olivier, notre ambition elle est très très simple, c'est de capitaliser sur notre marque et de ne pas être dépendant des portails. Pour des raisons très clairement économiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu es ultra dépendant de tes portails, tu ne maîtrises plus ton coût, tu ne maîtrises plus le coût de tes abonnements, de tes e-bookés. Mais notre vocation n'est pas de devenir un aspirateur à lead, ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est de changer des vies de nos entrepreneurs, accompagner le changement de vie de nos clients vendeurs et acquéreurs, mais on veut quand même défendre des intérêts financiers. Sur le deuxième élément, en fait, ce que tu fais référence peut-être à IAD Studio, non ? Oui, voilà. Oui, on a annoncé il y a 3 jours maintenant qu'on crée IAD Studio. IAD Studio, c'est une structure interne à IAD dont la vocation est d'aller chercher des solutions, les solutions on appelle d'après-demain, auprès de start-up ou d'entreprises existantes pour les proposer à nos entrepreneurs. Par contre, on n'a pas du tout fait le choix. Au contraire, on est complètement agnostique par rapport à ça. On aime bien le dire, c'est que oui, du dev, hein, tu l'as vu, on recrute 100 personnes, là, 110 personnes chez IAD, notamment, et sur les 110, il y en a quasiment 80 pour digital. Non pas pour tout développer en interne, mais pour aller encore plus vite dans les devs internes. Mais je peux dire que là, on a signé un accord qui va sortir là avec Google, par exemple, entre Google et IAD. Donc on ira chercher les meilleures des solutions, où on ira développer les meilleurs chez nous. Mais il n'y a pas de religion à vouloir tout intégrer. Donc on peut à la fois s'associer, acheter, investir ou développer en interne. Donc on est très libre par rapport à ça. Sur cet arbitrage interne-externe, si quelqu'un veut réagir, et après je vous proposerai, puisqu'on est quand même au Rent, que chacun puisse nous dire et nous donner le nom peut-être d'une start-up avec laquelle vous travaillez ou vous avez travaillé pour que là aussi on puisse rendre ça clair et qu'on puisse le rendre concret. Est-ce que quelqu'un voulait réagir à l'interne versus l'externe ? Je voudrais quand même réagir au portail et je ne rentrerai pas dans un long exposé, mais pour représenter une société américaine et pour voir l'évolution des portails aux États-Unis, je dis qu'il faut quand même prendre garde. Ce sont des compagnies très compétentes qui nous apportent une seconde vitrine, comme ça a été dit. Mais il faut qu'elles restent à leur place et que chacun fasse son métier, parce qu'aux États-Unis, ça a évolué un peu trop loin. Voilà. Il ne faudrait pas non plus que l'on crée nos propres concurrents de demain. Voilà, ça c'est pour les portails. Tu fais référence notamment à Zillow qui a monté une offre e-buying et toutes ces choses-là. Exactement. Ensuite, sur l'aspect développement, c'est vrai que chez Keller Williams, nous développons beaucoup de solutions en interne, certaines aux États-Unis grâce à des investissements colossaux de M. Gary Keller, et d'autres en France qui viennent compléter et adapter les solutions pour le marché français. Mais comme le disait Olivier, on est tout à fait ouvert à accueillir des startups qui nous apportent des choses juste incroyables et qu'on s'empresse de mettre à disposition de nos agents. Merci Christian. Alors je vous propose effectivement, et peut-être Brice en commençant par toi, s'il y avait une start-up, et alors, le défi sera pour les autres de ne pas citer la même, mais je pense qu'il y a suffisamment de solutions pour ici, et vous avez même le droit d'en citer 2, avec lequel le groupe Sextant a travaillé, travaillera, et peut-être en 2 mots nous dire pourquoi vous avez fait le choix de ce partenariat. D'accord. Avant de parler des startups, je voulais juste rebondir sur la partie US qu'on connaît bien aussi. C'est intéressant de savoir qu'aux États-Unis, 95% des professionnels de l'immobilier sont des mandataires. Les US ont toujours 5 à 10 ans d'avance sur le modèle français, donc j'espère qu'on va y aller avec des acteurs ici présents, tous ensemble. Derrière ça, ils sont encore plus avancés que nous, puisqu'ils sont à 95% sous le statut de mandataire et ils travaillent tous en mandat exclusif partagé.
espérons qu'un jour on y arrive, ce serait le Graal de notre modèle. Sur les outils qu'on utilise, ça rejoint un petit peu pour moi le sujet des portails, c'est-à-dire que c'est pas... Alors on n'a pas les moyens financiers de certains acteurs du marché, c'est vrai que quand on a la capacité de le faire, ça peut être un plus. Nous, on essaie de s'inspirer un petit peu de ce qui existe. On essaie de trouver des applications qui fonctionnent bien. Il y en a beaucoup. J'ai pas spécialement envie d'en citer une ou une autre. Il y a un écosystème qui est très avancé en France, de plus en plus. D'ailleurs, c'est assez nouveau, cette capacité à innover sur tout le digital en France. Donc, c'est bon signe. Je pense à Gestimo qu'on utilise, puisqu'il faut en citer une, et qui sont je trouve, très efficaces dans ce qu'ils font. Il y en a beaucoup d'autres et j'espère qu'ils vont continuer à nous amener des outils qui nous accompagnent dans une fois de plus le métier qui est le nôtre, qui est pas de développer des outils. Nous, on est là pour changer des vies, pour accompagner des changements de carrière. On essaie de faire ça en apportant une dimension humaine au métier. C'est l'avenir de l'immobilier. Les réseaux, je pense que tout le monde le sait aujourd'hui et on va continuer à travailler dans ce sens-là. Merci Brice. Olivier Colcombé. D'ailleurs, la question du MLS qui a été soulevée pourrait faire l'objet d'une table ronde à part entière. Je sais, toi, Oliver, t'en essayes une, t'en testes une en ce moment, et puis d'autres en ont testé aussi, d'autres qui étaient sur la place. Peut-être cet exemple-là ou un autre chez Digit, soit Capi, Optimum. La première chose, c'est nous, on fait du codev depuis 2016. Donc on travaille en permanence avec l'écosystème. C'est combien de développeurs ça d'ailleurs sur les 250 personnes au siège? C'est quoi la répartition? Alors on a une cinquantaine en interne, mais on a surtout une noria de start-up françaises que l'on accompagne. Moi personnellement je suis coach à l'EM Lyon et à Centrale depuis au moins 7 ans. Dans mes coachés, il y a Solustone qui a gagné hier la Tech. Oui. Avec Seb de la Vison, donc il y a plein de Tu nous expliques en un mot ce que fait Sébastien, parce que je pense que ça peut être... Alors Sébastien, c'est intéressant, il a réfléchi, il a beaucoup travaillé sur des algorithmes, c'était déjà un entrepreneur qui avait cédé sa société, et il recommence dans l'immobilier, et dans nos discussions et réflexions, il travaillait sur la perspective combien vaudra ce bien demain, plutôt pour des investisseurs CGP ou autres. Et puis dans son parcours... on a travaillé sur la monétisation, quel est le business model, et puis on est vite arrivé au sens. Et en arrivant au sens, il y a un certain nombre de Françaises et Françaises, même si actuellement tous semblent roses, qui ont des difficultés dans leur parcours immobilier pour financer. Et quand on est père de famille ou en couple ou autre, et qu'on est content d'être chez soi, eh bien être obligé de vendre pour sortir et aller en location, c'est très compliqué et c'est très déstabilisant pour toute une famille ou un couple. Ou un célibataire d'ailleurs, je suis généreux, il y en a pour tout le monde. Donc là, la proposition de valeur, c'est on vous rachète et vous serez locataire et vous pourrez racheter selon des conditions sous 2, 3 ou 4 ans. Et donc on allie de l'immobilier, un prix à sa juste valeur et pas décoté comme le ferait une saisie. Et on peut racheter pour rester là où on est. Ça a beaucoup d'écho auprès des banques et autres. Et c'est un seul exemple, mais on a travaillé avec EP en son temps. Oui. On a travaillé avec beaucoup de monde. Certains on signe jamais. Il y en a qui survivent, il y en a un qui s'est cassé la figure il n'y a pas très longtemps, que tu connais bien. Voilà, donc on a aussi une vocation, c'est pas par notre taille, mais c'est probablement par notre ADN qui est plutôt audacieuse, d'accompagner ces Français, ces start-upers, toute la French Tech, et d'être au rendez-vous et d'être là pour les accompagner, les accueillir, leur donner du feedback, et puis... le cas échéant, signer ou ne pas signer, développer en interne, co-développer ou acheter sur étagère. On a vraiment cette vocation de dire il y a des belles choses qui naissent, mais personne n'a le privilège d'avoir raison avant d'avoir essayé. Bon, il nous reste 2 minutes. Christian, une start-up, un exemple, un coup de cœur? Oui, Vincent, j'en avais plusieurs en tête, mais c'est Brice qui finalement m'a aidé à sélectionner. Je parlerai de e-listing. Voilà, il a parlé du marché américain. Il a parlé d'un marché américain aujourd'hui porté par 95% de professionnels, 95% d'exclusivité et 6% d'honoraires moyens. Voilà. Et tout ça, donc, c'est les bienfaits du MLS. Donc, il y a aujourd'hui une belle initiative de MLS ouverte à tous qui s'appelle e-listing. Nous la supportons autant que nous pourrons parce que nous aimerions bien avoir dans quelques années les résultats comme aux États-Unis. Eh ben, très clair, merci. Peut-être le mot de la fin, Olivier. Pareil, un exemple de start-up, coup de cœur, avec qui tu bosses déjà ou tu aimerais bosser. Je vais en donner 3 qui couvrent le spectre de ce qu'on fait. Une start-up qui en est plus une, mais dans laquelle on a investi, qui s'appelle Nos Réseaux, qui est la première appli génératrice de prescripteurs, 400 000 prescripteurs en France.
Donc là, on a investi. Une seconde avec laquelle on fait du codev, c'est Equimo 9, plateforme sur le neuf avec qui on est en train de co-développer. Et la toute dernière avec qui qu'on vient de lancer, qui s'appelle Smart Preuve, qui est donc portée par une trentaine d'huissiers, si je ne me trompe pas, qui veulent en amont, en digital, apporter les pré-preuves de tous les actes qu'eux peuvent faire. Voilà. Eh ben merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé, merci à ceux qui nous ont écoutés. Il y avait beaucoup de monde. Moi je suis là depuis le début de l'après-midi, donc j'en ai fait un certain nombre dont je peux comparer. Donc on voit que le sujet intéresse. Donc merci à tous d'avoir participé. Il y aurait plein d'autres questions à vous poser, mais c'est la parité qui a... ça fera l'objet. C'est la parité qui a... Alors le seul défaut, effectivement, Olivier, tu fais bien de me le faire remarquer, c'était un défaut de parité, mais nous y remédierons également puisque nous avons quelques réseaux de mandataires dirigés par des femmes. Nous avons aussi des réseaux mandataires où dans les instances dirigeantes, on a une ou des femmes, et donc dans les prochains événements on aura à cœur évidemment d'avoir des plateaux plus mixtes. Et j'en profite pour dire aussi, puisque tu me lances sur ce sujet là, que plus de la moitié des mandataires sont des femmes, et que chez IAD le chiffre m'a été donné, les femmes ont des scores de performance un peu meilleurs que les hommes, et que chez Digit, le meilleur vendeur de Capi et le meilleur vendeur d'Optimum sont une femme chez Capi, une femme chez Opti. J'imagine que chez Sextante, chez moi elle est deuxième. Elle est deuxième. Et chez Keller elle est deuxième. Donc ce n'était pas représentatif de ce que sont la réalité de vos réseaux, et tu as bien raison de le souligner, et je le rappelle. Merci à tous d'avoir participé. Vous pouvez retrouver l'émission sur Rennes Channel en ligne, j'imagine, à partir de ce soir ou demain. En tout cas, très vite. Merci à tous. Merci Vincent. Merci Vincent. Merci Vincent. Bonne journée à tous.